Bonjour à tous, bienvenue au pays des Almondins et des Almondines, petit village au cœur de la vallée de l'Odol qui compte moins de 1000 habitants, mais des habitants qui, vous allez le voir, sont très impliqués dans la vie de leur village, au point d'en écrire un livre et d'en faire une pièce de théâtre. Nous irons également visiter le musée du Rivier, mais avant ça, je vous propose d'aller à la rencontre du maire Alain Giniès pour découvrir la commune. Alain Giniès, vous êtes donc le maire d'Almonde depuis 2001. Petite question technique pour se coucher moins bête le soir, Almonté ou Almondé? Écoutez, les deux possibilités vous sont offertes. Administrativement, c'est avec un D. Et puis, on a coutume effectivement d'écrire allemand avec un T plus souvent. Dans le cœur des habitants, c'est Almonté. Tout à fait, tout à fait. Présentez-nous cette ville, cette commune. Écoutez, c'est une petite commune de Loisain, donc, qui compte à peu près 900 habitants, répartis sur deux urbanisations principales, le chef-lieu et la fonderie, plus précisément, c'est-à-dire le fond de vallée, et puis 10 hameaux qui composent en fait tout notre territoire communal. Ce territoire s'étend sur 5000 hectares à peu près, ça est implanté sur l'ensemble du versant sud du massif de Beldon. C'est une commune qui vit du tourisme? C'est une commune qui vit du tourisme, qui est en complémentarité avec les stations voisines, notamment l'hiver avec le ski, avec les stations d'Auze, de Vaujany, de Villarecula, de l'Alpe d'Huez. Voilà, on est en complémentarité avec cette activité ski. Et l'été, on agit un peu seul avec la randonnée, le VTT, le vélo, le cyclo. Et puis voilà, ce sont toutes des activités qui sont proposées sur notre territoire. Et puis cette retenue d'eau aussi du Vernet, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors, la retenue d'eau du Vernet, effectivement, nous apporte d'une part des ressources pour notre collectivité, mais aussi des activités nautiques telles que le pédalo, la planche à voile, le canoë et autres. Voilà. Là, on va plus vers l'hiver quand même. Alors, oui. Vous proposez donc des activités d'hiver, notamment du ski nordique. Au départ d'Almont, il y a quelques balades On propose sympathiques. Un peu de ski nordique lorsque, effectivement, sur la plaine, lorsque l'enneigement le permet. Malheureusement, depuis plusieurs années, on est un peu contraint à ce niveau-là. Ça veut dire que, quelque part, on exporte un peu cette activité sur les domaines voisins en facilitant l'accès aux pratiquants par une navette gratuite sur le domaine de l'Alpe d'Huez ou bien sur le site d'Ornon, du col d'Ornon. Vous avez beaucoup d'hôtels, beaucoup de campings, vous faites beaucoup de nuitées? Bien écoutez, d'hôtels non, malheureusement cette activité commerciale est un peu en déclin sur notre territoire. On n'a plus qu'un hôtel qui est en activité sur la commune d'Almont. À quoi c'est dû? Alors c'est dû effectivement aux difficultés, à toutes les contraintes qu'on retrouve au niveau national aussi. Voilà. Alors on essaie au niveau de nos territoires de redynamiser un peu toutes ces activités touristiques et commerciales, notamment, alors je veux dire c'est un projet qui nous tient à cœur avec une liaison qui pourrait nous permettre par câble de rejoindre le domaine de l'Alpe d'Huez via la station d'Auze-en-Oisans. Alors pour rien vous cacher, c'est un projet qui a beaucoup de contraintes, des contraintes techniques, des contraintes administratives. Et comme dans toutes ces petites communes de l'Oison, j'imagine que vous mettez en place des choses pour préserver votre artisanat local aussi. Oui, bien sûr, on aide au maximum à cet artisanat local. Pour nous, il se réduit aussi quelque part au niveau de l'élevage. On aide je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de monter sur le Rivier d'Almont, un de nos hameaux, où là, effectivement, la commune a aidé à mettre en place une
une petite fromagerie, une petite chèvrerie. On le verra un peu plus loin dans cette émission. Voilà. Et puis on a des petits artisans, hein, notamment en termes de maçonnerie, charpente et autres, qu'on essaye d'aider au maximum. Et donc pour les aider, il y a aussi une fête que vous organisez tous les ans, le 27 novembre. C'est la foire de l'Avent, une sorte de marché de Noël un petit peu en avance, et on y va. Une fois l'an, à la fin novembre, le village d'Almont tient sa foire de l'avant-goût. Une foire qui réunit une trentaine d'artisans autour de la gastronomie de Noël. Du champagne en passant par le foie gras, tout y est pour préparer un bon réveillon. Les nouveautés peut-être au niveau de cette année, c'est qu'on a voulu marier les produits gastronomiques avec éventuellement des cadeaux. Il y a de la déco, il y a des petits souvenirs, pour que les gens puissent faire des petits cadeaux pour Noël. Oui, ça dynamise Almont et ça attire des gens d'extérieur quand même pas mal. Hein. Tous les hameaux viennent, ici on a du monde de tous les villages autour, quoi. Que ce soit Auze, Vaujany, tout le monde est là. Aujourd'hui, même Bourdoisan, les gens sont habitués et ils viennent à Almont. Et les artisans en général sont toujours très contents de ce qu'ils vendent ici, très contents. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a, je dirais, les 3/4 des artisans, ce sont des gens qui reviennent d'année en année. Parce qu'ils font un bon marché de Noël idéalement. L'événement attire entre 800 et 900 personnes chaque année. Il permet entre autres aux visiteurs de goûter aux produits avant que ceux-ci ne se retrouvent sur leur table pour Noël. Nous, Almont, oui, on doit être là depuis la première, donc on vient tous les ans, une fois par an, et on aime bien retrouver. On a nos clients qui sont assez fidèles aussi sur l'huile de noix, les noix, ils font le plein pour l'hiver. On a des confitures assez festives, donc ils font aussi soit pour le réveillon, soit pour des petits cadeaux aussi pour offrir. Les gens reviennent, on revoit, c'est un petit peu le début des fêtes de Noël, c'est comme une fête de famille, on revoit nos habitués régulièrement tous les ans. L'arrivée de la foire de l'Avant-goût réjouit à coup sûr les habitants de la région, d'autant plus qu'elle marque le début des préparatifs pour la période des fêtes. Aliette Viard, vous êtes un des écrivains qui a participé à ce livre « Raconte-moi Almont », donc un livre publié en 2009, édité par la mairie et qui raconte en fait la vie du village. Comment est-ce que vous avez procédé pour écrire ce livre? Vous avez recueilli des témoignages? On a d'abord recueilli des témoignages oraux et ensuite des photos, beaucoup de photos. Et voilà, après on a demandé à la mairie. Et le maire nous a dit vous n'avez qu'à le faire dans le cadre de la rédaction du bulletin municipal. Voilà, donc c'est le comité de rédaction du bulletin municipal en fait et qui a travaillé dessus. Alors on a repris quelques textes qui étaient dans le bulletin municipal, on les a retravaillés, on a rajouté des photos, etc. Bon. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Pour garder ces témoignages oraux, parce qu'il y a des tas de personnes qui sont déjà mortes là-dedans, et voilà. On s'est dit qu'on allait les perdre, parce que sur des bulletins municipaux, ça allait être à la poubelle un jour. De quoi ça parle alors exactement? Vous racontez la vie du village, la construction des bâtiments? Oui, on a repris, comme si on avait pris des tableaux, hein, des thèmes. On a choisi des thèmes, l'agriculture, les fonderies royales, la mine d'argent des Chalanges qui se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude là-haut dans Beldonne. Et puis les gantières, les ardoisières qui a été une grosse activité. Tout ce qui a fait la vie du village, surtout au début, dans la première moitié du XXe siècle, quoi. L'histoire, elle commence donc au XVIIIe siècle, hein, c'est oui, ça, sous Louis XVI, quand le comte de Provence est arrivé à Almont et a construit ces fameux bâtiments qu'on voit derrière, là, donc la fonderie royale, qui sont aujourd'hui l'actuel office de tourisme et la boulangerie. Oui, et ça c'était les bâtiments où logeaient les cadres. Parce que la fonderie elle-même était dans ces grands bâtiments qu'on voit là derrière. D'accord. Voilà. On apprend aussi notamment que jusqu'en 1960 à Almont, et c'est sans surprise, hein, mais beaucoup d'habitants étaient agriculteurs, éleveurs ou cultivateurs. Tout le monde était agriculteur, éleveur, y compris les commerçants. Tout le monde était plus ou moins, avait une vache quoi, au moins. Une vache, quelques chèvres, enfin bon. Alors aujourd'hui, il en reste quelques-uns, notamment Cécile et Philippe, qui depuis 2007 ont pris en charge la ferme communale du Rivier, une ancienne coopérative agricole qui fabrique des fromages de chèvre depuis plus de 30 ans.
accorder leur vie personnelle et professionnelle. C'est le challenge que sont en passe de réussir Cécile Strauss et Philippe Manuel. L'hiver, la route du col de la Croix de Fer est fermée à la sortie de Rivier, à peine 200 mètres au-dessus de la ferme qu'ils exploitent pour produire du fromage de chèvre. Leur envie, leur force, se couplent dans la ville et puisent dans la passion d'un métier qui les a fait se rencontrer au hasard de leur formation. J'avais toujours eu envie de m'installer pour élever des chèvres et faire fabriquer le fromage et le vendre en direct. Et puis voilà, j'y suis arrivée avec l'aide de Philippe et puis on est contents tous les deux. Le fruit de leur travail s'élève à 45 000 € de chiffre d'affaires et 12 000 € d'aide de l'État pour l'année 2010. Que ce soit les fromages, lactés ou les pâtes cuites, 95% des ventes de la ferme de Rivier se font en direct, respectivement 50% sur les marchés et 45% sur place. Le reste est vendu à des professionnels locaux, à l'instar du restaurant voisin. On est parti en 2007 avec 30 chèvres. Et on a augmenté notre troupeau petit à petit. Donc là, c'est la 4e année. Donc là, maintenant, on a 50 chèvres et on n'augmentera pas. C'est un chiffre rond. Et puis, c'est pas seulement le travail des 50 chèvres, c'est le travail du lait, c'est la fabrication des fromages, c'est pouvoir vendre toute cette production. Et si on regarde de près, vous ne reconnaîtrez peut-être pas les appellations des fromages. Lune, quart de lune, géode, H2F pour eau de forme ou encore jeu de mots dom-tom. La gérante et productrice peut laisser libre cours à son imagination. Il n'y a pas de label des fromages de Loisan. Ici, tout se fait dans le même lieu. Les soins, la traite, la fabrication, l'affinage, le travail est quotidien. Si madame s'occupe de toute la chaîne fromagère et du soin des animaux, monsieur se consacre au grand air mais n'hésite pas à donner un coup de main avec les chèvres qu'il affectionne. Mon rôle dans la ferme, c'est de m'occuper au même titre que Cécile, des bêtes, et leur donner des soins s'il faut. Après, il y a la traite. Au niveau élevage, après, il y a la partie extérieure. Là, j'ai du bois à couvrir, à ranger, nettoyer un terrain. Il oublie juste de mentionner, peut-être par humilité, qu'il parque les bêtes tous les jours de la belle saison et accessoirement, il entretient les 29 hectares qu'il loue. Si Philippe en dit peu sur son travail exhaustif, sa compagne nous confie qu'en plus, l'hiver, il déneige le hameau de 25 habitants rattaché à la mairie d'Almont. Retour à Almont avec Aliette, qui est l'un des auteurs de ce livre, Raconte-moi Almont. Un livre, mais pas seulement finalement, Aliette. Vous avez décidé de le décliner sous forme de pièce de théâtre. Oui, on a été obligé de réécrire d'abord, de faire un atelier d'écriture, de trouver un fil conducteur. Comment l'idée vous est venue? Comment vous vous êtes dit, on va faire une pièce de théâtre, c'est avec tous les habitants d'Almont? Comme ça, en parlant. En parlant. Le jour des vœux du maire, comme ça, en parlant, on a dit finalement une pièce de théâtre, ce serait pas mal. Et le maire a dit OK. Alors vous êtes une troupe de 37 comédiens, dont des enfants. Hein. Oui, 11 enfants. Vous avez déjà fait 2 représentations? 4. 4? 4. Depuis, on en a fait 2 autres. Là, dernièrement, il y a 15 jours, on en a fait 2. Et ça a très bien marché, vous attendiez pas à ce... Oui, on a dû faire plus de 1000 spectateurs. Bien plus de 1000, mais peut-être 1000 entrées payantes. Alors vous avez fait appel à un metteur en scène, à des costumières, comment ça se passe? Alors un metteur en scène professionnel avec son assistante professionnelle aussi. L'atelier d'écriture, on a fait appel aussi à quelqu'un, Pierrette Tournier, qui est prof de français à Visil et qui avait déjà travaillé qui avait déjà effectué ce genre de travail. Et voilà, et après, une fois qu'on a écrit le scénario, on a commencé les répétitions. Alors d'abord des techniques de théâtre et ensuite les répétitions. On a choisi quand même de faire aussi, comme dans le livre, sous forme de tableau. Et vous êtes tous bénévoles? Tous bénévoles. Ça doit fédérer vraiment les habitants d'Almont, puisque ce sont les habitants d'Almont qui ont... Oui, et chez les costumières, elles étaient, je ne sais plus combien, enfin bon, plus de 10 en tout cas. Vous-même, vous jouez? Moi, je joue, oui. Alors, des acteurs, il y a eu donc les ateliers de théâtre et puis l'atelier de couture, l'atelier d'écriture, ça fédérait beaucoup de monde. Parce qu'il y en a qui ont participé aux ateliers d'écriture, mais pas au théâtre. D'autres qui ont participé au costume, mais pas au théâtre. Et je crois que vous cherchez une salle en Oisan ou quelque part en Isère pour continuer ces représentations? Bien, oui, si on nous offre une salle, si on nous propose une salle, bien sûr, on veut bien le rejouer. Hein. On est partant. Merci beaucoup Aliette. On va regarder un petit extrait de Raconte-moi Almont. Mais vous avez fait quelques modifications pour le scénario, pour rendre la pièce plus vivante. C'est une sorcière qui parle aux enfants. Oui, c'est une sorcière qui parle aux enfants. C'est une petite légende que quelqu'un nous avait racontée. Et voilà.
Alors voici donc un extrait de la pièce et on se retrouve juste après à la maison du bouquetin. On adore les histoires de sorcières. Et qui font bien peur. Avec des vampires. Garou, allez madame. Allez madame. Christine. Une histoire. Non, je vais vous en raconter une. Mais c'est moi qui choisis. Et ce n'est pas une histoire de sorcière. C'est l'histoire de Marie Payen, la jeune bergère qui, à l'alpage de Gardait les chèvres, a trouvé le premier caillou d'argent. Waouh! Un caillou d'argent? Marie qui? Oh non, si vous m'interrompez tout le temps, moi, je prends mes clics et des claques et je m'en vais folâtrer avec les chamois. Tais-toi donc, Yannick, c'est une vraie pipelette. Non, on écoute. Bon, c'est vrai, si on se concentre pas un petit peu... Revenons à Marie Payen, le jour où elle a trouvé le fameux caillou. Je la revois, la jeune et jolie bergère. Je la revois à l'alpage où elle gardait les chèvres. Bougez pas, les mecs. Je reviens tout de suite, je m'en vais voir le mec. Je la revois dévaler la pente, en suivant le sentier parfois, ou à travers les pierriers et les prairies, pour apporter au plus vite le trésor qu'elle tient bien serré contre son cœur. Regardez, la voilà qui arrive, tout essoufflé à la grande ferme du Clos. Mon Dieu, Marie! Il est arrivé malheur à l'alpage? Oh, Koneni, notre maîtresse, Koneni! Je m'en suis venue pour quelques heures seulement. Il faut que je voie le maître! Et nous sommes en compagnie de Ghislaine Martinez, adjointe à la mairie d'Almont. Vous nous ouvrez exceptionnellement les portes du musée du Rivière, un musée qui est tout récent. Voilà, c'est un musée qui a été inauguré en 2005 et qui comprend 3 espaces. Donc au premier étage, vous avez l'espace Maison du Bouquetin. Au rez-de-chaussée, ici, nous sommes dans l'espace York-Mallory. Et au deuxième étage, il y a le laboratoire de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors dans cet espace, l'espace York-Mallory, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir ce qui reste d'un avion qui a été accidenté en novembre 1944 sur les hauteurs du Rivier d'Almont. Donc pendant la guerre, c'était un pilote anglais? Voilà, c'était un maréchal de la Royal Air Force, le Sir Trafford Leigh-Mallory. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il partait pour les Indes, comme on disait à l'époque, et l'avion a eu des problèmes et il s'est écrasé sur les hauteurs du Rivier d'Almont, dans la montagne. L'équipage est décédé. Et durant tout ce temps, entre 1944 et 2005, comment ont été conservées les pièces de l'avion? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fait un mémorial là-haut, sur place? Mais disons qu'au printemps 1945, les gens ont commencé à découvrir les corps, à ramasser un petit peu les objets et tout ça. Et puis, tout s'est éteint pendant de longues années, jusqu'en 1995, où un professeur du lycée de Briançon, M. Garnier, avec ses élèves, ils avaient été en Angleterre, ils avaient lu une revue qui s'appelle After the Battle, et ils avaient entendu parler de ce crash au-dessus du Rivier d'Almont, et ils se sont mis à faire un projet, à bâtir un projet là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve alors ici, comme pièces? Ici, on trouve des pièces de l'avion, on trouve des pièces de vaisselle, des couverts, des vêtements, on a un bâton de maréchal, voilà, on a plein d'objets. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les gens qui sont montés là-haut, qui se sont servis, vous ramènent maintenant des objets, maintenant que vous avez ouvert cet espace. Voilà, l'an dernier, on nous a retourné une tabatière, le bâton de maréchal. Chaque année, les objets reviennent petit à petit dans l'espace pour agrémenter le musée. Ghislaine, on est donc ici dans la deuxième partie du musée, la partie qui est consacrée aux bouquetins. Alors pourquoi les bouquetins? Eh bien, les bouquetins, parce que suite aux travaux de Grand Maison et du Grand Chantier, EDF avait décidé de débloquer des fonds pour financer la réintroduction du bouquetin, suite aux nuisances qui
avaient pu avoir au niveau de la faune sauvage. Donc en 1883, ils ont financé une dizaine de bouquetins, 13 femelles et 7 mâles. Et ils ont confié ce projet à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a créé une réserve et un laboratoire dans cet ancien presbytère. Donc il y a deux missions en fait aujourd'hui. D'une part, vous sensibilisez le public et puis d'autre part, vous menez des recherches sur le bouquetin. Voilà, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui mène des recherches scientifiques. Il y a un suivi de l'espèce avec des captures, des marquages, recherche de maladies et autres. Et nous, on avait décidé donc, à la suite de cette initiative, de créer ici un écomusée qui s'est tourné spécialement vers le bouquetin et puis la faune sauvage en général. Et le musée est inscrit sur la route des savoir-faire de Loisans. Voilà, le musée est inscrit sur la route des savoir-faire, ce qui fait que cette année, c'est une opération réussie pour Loisans Tourisme, puisqu'on a eu une fréquentation en hausse d'à peu près 15% par rapport à l'année dernière. Par contre, il faut savoir que le musée est ouvert à une certaine période. Voilà, le musée est ouvert juillet-août tous les jours, et puis juin, septembre, octobre les week-ends, et sur demande pour les scolaires. On voit d'autres animaux, on ne voit pas que des bouquetins? Non, on ne voit pas que des bouquetins, on voit la faune sauvage de l'environnement, et c'était pour étayer un petit peu le sujet par rapport au seul bouquetin. Merci beaucoup Ghislaine. Et quant à vous, ouvrez l'œil, vous allez peut-être voir des bouquetins dans le reportage qui suit. Nous allons au cœur du parc national des Écrins. Une nouvelle charte devrait voir le jour sur ce territoire, charte qui définit pour les 15 ans à venir les grands aménagements sur le parc. Une enquête publique est ouverte depuis le 21 novembre. Pour savoir si les communes vont rester adhérentes de ce parc ou non, les habitants peuvent donc aller s'exprimer pendant un mois sur le contenu de cette charte. Reportage. Through the mountains, mighty, mighty mountains, there's a dangerous secret road. Il est le plus grand parc national de France. Célèbre pour ses randonnées au cœur d'un espace protégé, le parc national des Écrins recouvre 2 départements, les Hautes-Alpes et l'Isère. Depuis 1973, 61 communes sont situées sur ce territoire, entre Gap, Grenoble et Briançon. Pour ce qui est de la partie iséroise, il y a 11 communes qui se trouvent dans le canton de Bourdoisan et un certain nombre de communes dans le canton du Valbonnais. Donc ce sont les 2 cantons de l'Isère qui sont impliqués sur le parc des Écrins. Au total, en Isère, 18 communes se situent sur le parc national des Écrins. Des communes qui vont bientôt devoir choisir si oui ou non elles souhaitent rester intégrées à cet espace. En effet, depuis 2006, une loi prévoit que l'on n'impose plus le parc dans les villes concernées, comme cela a pu être fait en 1973. Alors, pour être conforme à cette nouvelle réglementation, les élus ont mis en place une charte prévoyant 2 espaces. Le cœur du parc, une zone naturelle et protégée, dont les contours sont définis par un décret, et une zone d'adhésion qui sera régie par cette nouvelle charte. La zone d'adhésion, c'est comme ça que désormais on qualifie ce qui avant s'appelait la zone périphérique. C'est toute la partie, on va dire, habitée, dans laquelle il y a l'activité économique qui se développe, soit l'activité touristique, l'activité agricole. Objectif, construire un territoire avec tous les acteurs concernés. Cette charte est la première du parc. Le projet a démarré en 2008. Les communes adhérentes auront accès aux services de l'établissement public, conseils et assistance au montage de projets, appui technique et partage d'expériences. Elles auront également droit à des subventions ainsi qu'un label, synonyme de nature et respect de l'environnement, valorisant pour le tourisme. En retour, elles devront être conformes aux exigences du document. Dans l'aire d'adhésion, les orientations, elles portent sur la qualité de la vie, c'est-à-dire avoir un territoire où on vit bien. Donc ça porte sur l'architecture, sur l'aménagement des villages, sur la publicité, l'affichage, la signalétique. Il y a aussi des orientations qui portent sur l'utilisation des ressources naturelles, l'agriculture et la forêt. Et puis aussi un volet touristique avec donc, le développement de la découverte. Une enquête publique est ouverte depuis le 21 novembre pour solliciter l'avis des habitants des 18 communes iséroises. Certaines ont déjà émis des réserves, craignant que la présence du parc soit un obstacle au développement économique. La préoccupation des élus, c'était surtout de savoir si le parc allait
apporter une réglementation supplémentaire en termes d'urbanisme. Et en fait non, le parc est juste consulté lorsqu'il y a une révision d'un plan d'occupation des sols, enfin un PLU, un plan local d'urbanisme. Et donc il apporte ses connaissances sur les enjeux patrimoniaux qu'il peut y avoir sur ces espaces-là pour qu'ils soient pris en compte dans les plans d'urbanisme. Mais en aucun cas les permis de construire seront signés par le parc avant d'être effectifs. Après cette phase de consultation auprès des citoyens, le document et l'enquête publique seront transmis au ministère de l'Environnement. La charte finale devrait être prête avant la fin de l'année 2012. Les communes décideront alors si elles deviennent adhérentes ou non. La visite à Almont, c'est terminé. Pour la faire durer encore un peu, vous pouvez vous procurer ce livre que vous trouverez à la mairie ou à l'office de tourisme d'Almont. Le mois prochain, chaussez vos skis, on monte aux stations. Rendez-vous aux Deux Alpes. Ciao!